Tous ceux qui ont joué à The Legend of Zelda A Link to the Past sur Super Nintendo se rappellent avec émotion tous les bons instants passés manette en main à contrôler Link au royaume d'Hyrule. Mais saviez-vous qu'au moment où Ocarina of Time était annoncé, que la Nintendo 64 fêtait ses 1 an, d'autres jeux de la licence avaient vu le jour? 2 jeux sont sortis sur un obscur accessoire de la Super Nintendo, et ils n'ont jamais quitté le Japon. Nous sommes en 1991. A Link to the Past est sorti sur Super Famicom au Japon et s'apprête à débarquer sur les autres continents l'année suivante. Nintendo travaille depuis 1988 sur une extension permettant de lire des CD-ROM pour sa console phare en partenariat avec Sony. Un prototype est créé, mais suite à de nombreux désaccords, le projet est annulé. Mais Nintendo a d'autres idées de périphériques pour sa console. C'est ainsi qu'en 1995, en partenariat avec Centogiga, une compagnie de radio satellite fondée en 1990, sera lancé le Satellaview, un accessoire se plaçant sous la console, permettant d'accéder à un service de téléchargement de jeux via données satellites, ainsi qu'à d'autres types de contenus, un peu à la manière du Sega Channel pour la Mega Drive. Le projet était de proposer en plus des jeux, des modes en ligne, des extensions et l'accès à des démos jouables. Le téléchargement se faisait à des heures précises selon la diffusion des programmes. On pouvait accéder à la liste des programmes en la téléchargeant, ou par exemple en consultant le magazine Famitsu. Ce qui implique que les jeux proposés n'étaient disponibles au téléchargement et à l'utilisation qu'à des heures bien précises. Les programmes étaient téléchargés et stockés sur une cartouche qui elle-même était insérée au préalable dans une sorte d'adaptateur qui se logeait dans le slot cartouche de la Super Famicom. Ce petit appareil avait également la particularité d'augmenter les capacités de la console, notamment au niveau des caractéristiques sonores de la machine. Certains jeux, estampillés Soundlink, permettaient de bénéficier de voix pendant la partie ainsi que de musique d'un niveau de qualité proche du CD audio. いよいよグランプリの開始です。コース1ミュートシティ4を走る車を選択してください。 Ce que vous voyez actuellement à l'écran n'est pas un RPG, c'est le menu du Satellaview. Chaque immeuble permet d'accéder à des fonctionnalités, par exemple l'antenne radio et le menu de téléchargement des jeux. Il y avait des quêtes à accomplir dans la ville ainsi que des secrets cachés. Le 6 août 1995, le premier jeu à contenu Soundlink est diffusé. Il s'agit de BS Zelda no Densetsu. BS pour Broadcast Satellite. Il est adapté du premier opus sorti sur NES, et à l'instar de la seconde quête accessible quand le jeu est terminé une première fois, tous les donjons de cette version ont été modifiés. Leur architecture compose les lettres de Centogiga. Ce jeu est considéré comme la 3e quête de The Legend of Zelda. Le joueur n'incarne pas Link, mais la mascotte de la plateforme. Le système de jeu est similaire au jeu dont il s'inspire, mais avec des graphismes remis au goût du jour plus proches de ceux de A Link to the Past. Le jeu est découpé en 4 épisodes, un épisode par diffusion d'1 heure. Des voix sont diffusées en direct pendant notre aventure pour nous donner des indications, indices ou emplacements d'objets. La bande-son a été entièrement réorchestrée, et les personnages sont tous doublés par des comédiens très connus au Japon. La carte d'Hyrule est découpée en 4 zones, qui ne sont accessibles qu'en fonction de l'épisode en cours. À l'origine, le jeu devait être multijoueur, mais Nintendo n'a pas réussi à concevoir un système de communication pour le jeu en ligne. La tâche fut confiée à des groupes d'étudiants, et ce sont eux qui ont donné naissance à cet opus. Ils n'ont malheureusement pas réussi à régler ce problème, mais en incluant le Soundlink, ils ont créé l'illusion que tous les joueurs connectés jouaient ensemble grâce aux références que fait le narrateur aux autres joueurs. Fin décembre 1995 est diffusée la map 2, qui est donc une seconde quête de BS Zelda no Densetsu, et donc la 4e quête de The Legend of Zelda. Nintendo et Centogiga reçoivent des tonnes de courriers et de fax de la part de fans extrêmement enthousiastes. Ce succès poussera Nintendo à développer un second jeu. C'est le 30 mars 1997 que sort BS Zelda no Densetsu Kodai no Sekiban, que l'on peut traduire par la légende de Zelda, les tablettes de pierre antiques. Cette fois-ci, le système de jeu est identique à celui de Link to the Past. Une fois de plus, nous n'incarnons pas Link, nous pouvons interpréter au choix un garçon ou une fille. Le protagoniste est étranger au monde qui nous entoure. La princesse Zelda nous confie pour mission de rassembler les 8 tablettes de pierre pour sauver Hyrule et détruire Ganon. Une fois notre victoire obtenue, on remet Excalibur sur son socle et nous regagnons notre monde. L'aventure est toujours découpée en 4 parties, il y a donc 2 tablettes à récupérer par diffusion, toujours par diffusion d'1 heure. La carte étant partagée en 4 portions également, comme dans l'opus précédent. L'horloge interne est toujours présente et permet d'intégrer un système de météo. Des orages peuvent subvenir après des phases de brouillard pour corser le jeu,
Les ennemis rencontrés sont alors plus puissants et la pluie peut éteindre nos bombes. Les bottes de Pégase sont modifiées et nous permettent de changer de direction en pleine course, ce qui était impossible dans A Link to the Past. On voit apparaître également les magasins de location qui permettent d'obtenir pendant 10 minutes une pelle ou une amélioration pour notre épée. Il est amusant de penser que ce principe qu'on retrouvera dans The Legend of Zelda A Link Between Worlds existait déjà en 97. Ces jeux, par leur nature éphémère et volatile, sont impossibles à jouer de nos jours. Mais grâce aux sauvegardes sur cartouche des joueurs de l'époque, des passionnés ont pu en extraire le contenu et le recompiler pour donner des ROMs jouables sur émulateur. Pendant un temps, il était question de sortir ces jeux sur cartouche aux États-Unis, mais le projet fut abandonné, certainement à cause du peu d'intérêt que pouvaient procurer les jeux privés de leur bande-son et des événements en direct. Grâce à la forte communauté des fans de la licence, ces jeux ont pu échapper à l'oubli auquel ils étaient condamnés. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant et en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Twitch, et sur ce je vous dis à très bientôt.